Hello tout le monde et joyeux Noël pour dans pas longtemps si tout se passe bien. Je prévois de sortir cette vidéo après la V2 sur Pinocchio, donc j'espère que ça se goupillera comme c'est prévu, hein. Peut toujours y avoir des impondérables. En tout cas, ouais, pour célébrer un petit peu cette fin d'année et le fait que on va vraiment pas tarder à changer un petit peu le ciblage de Disney Film, ce sera plus uniquement du dessin animé tout le temps, et on va essayer de partir vers quelque chose d'un tout petit peu, d'élargir un tout petit peu nos horizons, histoire de pouvoir compléter l'année 2020 qui arrive. On arrive vraiment à un grand tournant de cette chaîne quand même là, et pour un petit peu revenir en arrière, je me suis dit, tiens, j'en avais parlé à quelques reprises, je vais faire un top 15 de mes pires ratages. Alors, pire ratage dans le sens où je suis pas parfait. Je pense que vous l'avez remarqué, il m'arrive de me planter, hein, de mal comprendre certains trucs, de dire des conneries. Ça m'arrive, quoi. J'essaye le plus possible d'éviter ça, parce qu'à ma connaissance, pas grand monde ne cherche à dire des conneries exprès juste pour se faire mousser. La plupart des gens se disent quand même que ils vont partir vers quelque chose de véridique dans ce qu'ils disent et donner de bons arguments. En général, quand on fait de la critique, ce genre de choses, on cherche à voir juste sur les faits, sinon on n'aurait pas l'air fin. Et malheureusement, ça arrive à beaucoup de monde de se planter parce que nul n'est parfait, et certains qui ont une cadence un peu plus élevée que d'autres ou qui s'attaquent à des sujets qui leur parlent pas forcément aussi bien que d'autres ont tendance à en faire plus souvent que d'autres. Donc oui, je peux parler d'un de mes créateurs de YouTube préférés dont j'ai parlé à plusieurs reprises de Nostalgia Critique. Il lui arrive de dire un peu des conneries dans son interprétation du film, et pas juste une interprétation, c'est surtout dans sa compréhension du film, quoi. Il saute totalement certains détails, et apparemment il n'a pas fait gaffe à certains trucs qui sont un peu importants, qui viennent un peu contredire ce qu'il vient de dire. Des fois ça arrive. Pas aussi souvent que certains le disent, ils racontent pas tout le temps que des conneries, mais ça arrive genre une fois toutes les 4-5 vidéos. Il lui arrive de faire ce genre de choses parce qu'on sent quand même qu'il se force à faire tourner son business et qu'il s'attaque pas toujours aux films qui lui parleront le plus. Il y a ça à prendre en compte aussi, surtout après de nombreuses années à avoir fait de la critique de films, avoir fait une chaîne YouTube, des fois on saisit mal certains détails. Et ouais, c'est une chose de le faire, ça peut arriver à tout le monde. La chose importante, je pense pour moi, c'est de savoir le reconnaître après coup, lorsqu'on vient vous dire en face que vous vous êtes trompé sur ci ou ça, et c'est un petit peu ce que je compte faire, hein. Et bien entendu, je m'inspire grandement du Nostalgia Critique, qui a fait ce genre de vidéo avant. Il s'est dit au bout d'un moment qu'il en avait marre de revenir sur ses erreurs. Au bout de 30 fois, il s'est dit, ok, ça va, hein. Je fais des erreurs, tant pis, on fait avec. On va pas faire de vidéos continuelles là-dessus, mais oui, c'était quand même une bonne approche à avoir qui a inspiré Linkara notamment, et je vais un peu suivre cette voie-là parce que bon, j'adore copier le Nostalgia Critique, hein. C'est lui qui a inspiré un gros morceau de mon style, hein. Faut pas se leurrer une seule seconde, donc histoire de le suivre jusqu'au bout sans aller à fond dans le délire et faire une vidéo ultra détaillée, ultra travaillée dessus, j'ai envie de vous faire un petit top 15 perso spécial où on va revenir sur les grosses bourdes que j'ai faites dans mes vidéos Disneyphile. Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser deux choses. D'une part, ce sera vraiment sur mes vidéos Disneyphile, un Disneyphile et Disneyphile HS, je ne ferai pas les erreurs que j'ai faites sur d'autres vidéos à part, surtout des vidéos type, je sais pas, réac, ou vraiment, c'est moi qui me lance sans réfléchir dans les détails, sans faire quelque chose de travaillé, donc c'est un petit peu normal qu'il m'arrive de me planter régulièrement, ne serait-ce aussi que par exemple la petite vidéo que j'avais faite sur Pirates des Caraïbes. Je m'étais planté par rapport à l'histoire de Calypso dans Pirates des Caraïbes 3, bien. Oui, j'ai fait une grosse boulette par rapport à ça, j'estime que c'est pas une vidéo parmi mes plus travaillées, donc ça va quoi. Si je devais revenir sur toutes les vidéos de ma chaîne, on n'aurait pas fini. Il y a aussi Herculogue, je me suis planté
à 2-3 reprises à ce niveau-là, là aussi c'est des vidéos travaillées, mais bon, j'ai pas envie de m'apesantir grandement là-dessus. Et le seul gros morceau sur lequel je m'étais planté à un moment donné, c'était dans une critique où j'avais appelé Echidna Ekat. Voilà, la mère de tous les monstres, je l'ai appelée Ekat alors que c'est Echidna. Grosse boulette de ma part, hein. je me suis repris par rapport à ça, j'ai lu vos commentaires. Mais bon, voilà, c'est pas un Disney-film, je les compte pas. Voilà. Et ensuite, on parle vraiment d'erreurs objectives. C'est pas d'erreur, ah, j'ai mal à interpréter un truc parce que j'ai pas vu ça selon la façon dont les gens voient ça en règle générale ou selon les fans voient ça. C'est un truc que j'ai souvent par rapport à quelques-unes de mes critiques, c'est-à-dire ah ouais je trouve que c'est faux ce que t'as dit parce que si on interprète comme ça, c'est pas du tout comme ça, d'accord, mais j'interprète pas comme toi. C'est pas parce que j'interprète pas comme toi que ce que j'ai dit c'était faux, c'était juste une interprétation différente. Peut-être plus grossière que la tienne, c'est pas impossible, hein, mais c'est une différence d'interprétation, c'est tout ce que c'est. C'est pas une erreur. Là, ce genre de détail est important. C'est dit, c'est fait. On va se lancer tout de suite dans les bourdes que j'ai accumulées au fur et à mesure de mes vidéos Disneyfiles. Ce sera pas une liste exhaustive parce qu'il fallait se restreindre à 15 déjà. Et ouais, j'ai essayé de faire un truc un peu éclectique avec des tas de choses différentes en évitant de trop me répéter, hein, en essayant de tabler sur différentes périodes et pas juste au début ou tout à la fin, quoi, vraiment de façon plus dispersée. N'hésitez pas à pointer d'autres ratages que j'ai pas compté dans cette liste que vous aurez remarqué dans mes Disneyfiles, hein. Je serais très content de savoir les nombreuses façons dont je me suis planté. En attendant, ce sont les 15 que j'ai notés pour cette liste. En avant pour le top 15 des piratages de Disneyfiles. Numéro 15. Nous le tenons le bougre. Cri de Willem. Ça ne se démodera jamais. Ouais, c'est pas le cri de Wilhelm, c'est le cri de Dingo. D'ailleurs, je me demande si le cri de Wilhelm existait à l'époque où le film Cendrillon est sorti. En tout cas, ça reste une confusion légèrement grossière de ma part parce que c'est quand même assez différent en termes de timbre. Mais je sais pas, je pense que ce qui a fait que je me suis planté avec ça, c'est que pendant un temps, le cri de dingo typique, je le fais très mal, hein, c'est très mal imité. Le cri de dingo typique a été un peu le cri de Wilhelm attitré des studios Disney. Je veux dire, on l'a entendu à plusieurs reprises dans des tas de films et courts-métrages qu'ils ont fait durant cette période-là, ne serait-ce que bon, dans ce film Cendrillon, dans Coquin de printemps, on l'entend sans raison. On entend ce cri à plusieurs moments et je comprends pas pourquoi. C'est une espèce de petit délire du studio. Tiens, on a notre petit gag récurrent au sein de notre franchise à mettre. Ça fait un peu tâche, je trouve, puisque ça incruste pas super bien dans la situation. Hein, dans le cas de Cendrillon, je comprends pas d'où ça sort, cette merde, quoi. Voilà, c'était le petit running gag des studios à ce moment-là. Et ouais, j'ai assimilé ça au cri de Wilhelm. Pas très réfléchi de ma part. Numéro 14. Comprends-tu le chant d'espoir? Il y a de ces moments où on se demande un petit peu ce qui nous passe par le crâne dès lors qu'on y réfléchit après coup. J'avais cette interrogation depuis beaucoup de temps sur pourquoi Kocoum voulait particulièrement épouser Pocahontas. Je vous cache pas que Kocoum n'a jamais été un personnage particulièrement poussé, développé pour moi, donc j'y pensais pas plus que ça. Mais étant donné que j'avais commencé à faire une analyse pour ce film, une petite critique un petit peu analysée pour ce film, je me suis mis à réfléchir là-dessus, et je sais pas pourquoi ça m'est totalement passé par-dessus le crâne, le fait que Pocahontas était la fille du chef de tribu. Alors que bon, on le dit de façon super claire, hein, c'est pas pour rien, enfin ça doit être un petit peu en partie pour ça qu'elle est considérée comme une princesse Disney, en plus surtout par rapport au fait qu'elle vend bien, mais voilà, ça m'est pas passé
par la tête que ça pouvait être une raison largement suffisante pour qu'un guerrier puisse vouloir épouser cette femme, quoi. Même s'ils se connaissent pas, même s'ils ont des personnalités qui divergent, je veux dire, ouais, c'est la fille du chef, ça me fera bien voir à part tout le monde, ça me fera propulser chef du clan, bah ouais, voilà pourquoi il voudrait l'épouser. Voilà pourquoi il serait énervé de l'avoir embrassé un autre, quoi. C'est logique. C'est pas parce qu'il est amoureux d'elle ou quoi que ce soit, c'est juste parce que c'est un petit peu son dû, c'est comme ça qu'il l'aperçoit. Et j'arrive pas à croire que ça ne soit pas passé par la tête, ça. C'est totalement évident, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai pas fait gaffe à ça. Il y a des fois, il y a des trucs simples qui vous sautent pas aux yeux directement, et c'est difficile d'expliquer pourquoi. Numéro 13. Pourquoi est-ce qu'il y a une chorale chez un barbier? Alors, pour ma défense, je pense que je suis loin d'être le seul à avoir été un peu confus par ça en voyant le film la première fois. Oui, au passage, je compte la Disney VHS parce que bon, faut dire que quand je sors de Disney, c'est pas forcément mon territoire et des fois je fais des erreurs assez grossières. Hein. Il y en aura encore par la suite de ces erreurs-là. Donc, ouais, dans la balade des Dalton, j'avais jamais compris ce gag-là, en essayant de faire donc mon petit théâtre du chipotage, je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire cette merde? C'était complètement aléatoire, pourquoi ils faisaient ça chez un barbier, il y a des mecs qui se mettent à chanter comme ça, et faire une chorale, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et j'avais jamais compris ça. Et l'explication est toute simple, c'est un jeu de mots, parce que barbershop, en plus d'être donc un barbier, ça veut également désigner un style de chant. Tout simplement. Et je pense pas être le seul à ne pas savoir ça parce que c'est quand même un truc qui date, c'est plus du tout en vogue ce truc-là. Et ouais, c'est quand même quelque chose qui parlera beaucoup plus au public américain. Ceux qui connaissent un petit peu ce truc-là, puisque ça parle plus aux États-Unis, ça. Et c'est quand même un film français. Les Lucky Luke, c'est des films francophones. Avant qu'on me reprenne là-dessus. Il me semble qu'il est français, mais si ça se trouve, il est franco-belge. Donc, je vais dire francophone, hein, pour pas trop me faire reprendre là-dessus. Donc, ouais, c'est pas forcément la référence qui parlera à beaucoup de monde. Cela dit, oui, c'est une référence, un jeu de mots pas si mal que ça quand on comprend ce que ça veut dire. Et ouais, ça mérite pas d'être pointé même en chipotage, parce que c'est totalement logique et ça s'incruste totalement dans le ton du film. Et si tant est qu'on sait ce que ça veut dire, quoi. Et je savais pas ce que ça voulait dire, donc je suis passé un petit peu pour un con. Enfin bon, hein, un peu pour quelqu'un de pas cultivé sur le domaine, parce que je pense vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent connaître ça. Peut-être à l'époque de la sortie du film, il y avait un public français, francophone, qui arrivait à mieux comprendre la chose, qui était plus familier avec ça, mais de nos jours, je pense pas qu'il y ait grand monde, hein, reprenez-moi si je me trompe là aussi, hein, qui connaissent le style barbershop. Hein, le style de chant barbershop, ça me surprendrait. Ça reste une erreur de ma part, mais une erreur où mon inculture peut s'expliquer un petit peu, contrairement à d'autres fois un peu plus loin. Numéro 12. Je suis le roi du dérapage. Oh, ma couille. Merci. Pas compris la blague. J'ai honte. Le jeu de mots est pas super de base, ça c'est d'autres cas où on passe de la VO à la VF et on est obligé de garder un côté humoristique ou jeu sur les mots qui passe moins bien quand on doit le forcer en français, et là c'est le cas aussi, mais le jeu de mots reste quand même assez évident, quoi. Dérapage, déraplage. On est sur une plage, il sait faire du dérapage, déraplage. Complètement évident. Je comprends pas pourquoi j'ai pas vu ce truc. En plus, oui, c'est genre le machin où je me suis dit, alors, ça veut dire quoi? J'ai réfléchi pendant genre 2 minutes, et qu'est-ce que ça veut dire? En plus, j'entendais déraplage. Donc, déraplage, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est resté déraplage dans ma tête, donc j'ai pas pensé à déraplage, et j'ai recherché pendant 2 minutes la signification de ce truc-là, je me suis dit, ok, je vais jouer là-dessus, si ça se trouve, c'était pas un jeu de mots où ça passait pas très bien en français, si, enfin, le jeu de mots est totalement compréhensible en français, c'est juste moi qui étais trop con pour pas l'avoir vu, quoi. Ça reste un mauvais jeu de mots quand même, hein, un jeu de mots qui fait pas particulièrement rire, qui est pas particulièrement fin, mais
il existait quoi, et le fait de pas l'avoir vu, je m'en veux un petit peu. Numéro 11, le France-centrisme. Aurais-je omis de préciser qu'il s'agit de la concurrente française? Problème que j'ai personnellement, et je m'en excuse vraiment à tous les pays francophones qui me suivent, tous les habitants de pays francophones qui me suivent, j'ai cette tendance à partir de l'automatisme que c'est français, c'est la langue française, ça vient de mon pays, alors que bon, c'est clairement pas le cas, la France n'est pas le seul pays francophone, et donc des fois il m'arrive de pas y réfléchir plus que ça, et de faire des grosses boulettes, des trucs qui peuvent vexer un petit peu d'autres pays francophones, qui peuvent être à l'origine de certains trucs, qui peuvent être représentés, alors que je crois que c'est juste la France qui est représentée, ce qui est pas super considéré de ma part, et je tiens à m'excuser là-dessus, c'est pas parce que je vous vois de haut ou quoi que ce soit, c'est juste parce que je n'y pense pas. C'est moi qui suis tête en l'air à ce niveau-là, et je tiens à m'excuser par rapport à ça. Ainsi, au nom de ça, j'ai fait quelques gaffes au fil de mes Disneyphiles. Déjà, 2 Disneyphiles en particulier, où on avait droit à un film francophone qui était fait par la France, mais par d'autres pays. Le premier, c'était par la Belgique, avec Brendel et le secret de Kells. Voilà, il n'était pas seulement français, il était aussi belge et aussi irlandais. C'était une collaboration entre 3 pays, et j'ai dit français bêtement, sans aller plus loin, alors que bon, c'est vraiment une collaboration, et que c'est pas juste la France qui est derrière. Et ouais, la Belgique a œuvré, je sais pas à quelle à quelle proportion c'est dit exactement, mais elle a œuvré, ouais, c'est un film belge autant que français, et donc autant qu'irlandais également, donc ça aurait été cool de le préciser ça. Et c'est pareil avec Ma vie de courgette, qui apparemment est plus suisse que français, donc j'ai dit qu'il était français, et en fait, bon, il est franco-suisse, il a été, je pense, financé en partie par la France, et je sais pas si les acteurs, enfin les comédiens de doublage étaient français ou pas. En tout cas, ça donnait cette impression-là. Enfin, dans la version que j'ai vue. Si ça se trouve, il existe une version française de France et une version française de Suisse. C'est pas impossible. En tout cas, ouais, les accents, ce n'est pas très suisse, c'est pour ça. En tout cas, voilà, ce film a été réalisé par un réalisateur suisse, et donc il est plus suisse que français, et j'ai seulement dit français, ce qui fait que mon public suisse francophone a du mal le prendre, et je m'en excuse une fois de plus. C'était pas pour vous prendre de haut, c'est juste que j'y pense pas, et je tiens à le préciser vraiment. Et autre point, dernier point que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que je me suis planté pour le film Planes, en disant que la concurrente draguée par El Chupacabra était française, alors que non, elle était canadienne. D'ailleurs, on le montre de façon super précise à un moment donné, c'est le drapeau canadien qu'elle représente, c'est pas le drapeau français. Voilà. Je fais pas gaffe, je suis désolé. Alors après, c'est tout aussi insultant pour un pays comme pour l'autre d'avoir un personnage féminin représenté comme ça, je trouve. Et je sais pas, il me semble avoir lu ou un truc comme ça par rapport au film Planes, que dans la VF ça disait français pour ce personnage, qu'elle était française. Ou alors c'est moi qui ai pas fait gaffe, qui me suis inventé des histoires, j'en sais trop rien. C'est pour ça que je suis parti sur cette simplification-là qui était fausse. Et c'est pas comme ça, c'est la canadienne quoi. Elle est pas française, elle est canadienne. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir ça parce que dans la VFQ que j'ai rapidement survolée, tout le monde a cette voix où on gomme l'accent québécois pour faire le truc typique des VFQ, c'est-à-dire on essaye de gommer le plus possible l'accent, tandis que la canadienne, la concurrente canadienne, a bien l'accent québécois à prononcer, etc., histoire de bien la mettre en avant par rapport à ça. C'est assez drôle de voir que le seul personnage qui a vraiment l'accent canadien, c'est le personnage canadien. Vraiment. Donc, ouais, je m'excuse. Une énième fois, j'ai dû dire ça 50 fois dans cette partie-là. Je m'excuse de m'excuser aussi souvent. Je m'excuse donc d'avoir fait autant d'amalgame. Un truc francophone n'est pas un truc forcément français de France. Je fais souvent ce raccourci-là qui n'est pas toujours vrai, et je vais essayer de m'améliorer à l'avenir par rapport à ça. Numéro 10, il représente à la fois le dirigeant noble et le père attentionné à un niveau d'écriture quasi parfait. Je ne suis brave que lorsqu'il le faut.
Il représente à la fois le dirigeant noble et le père attentionné à un niveau d'écriture quasi parfait. Il représente à la fois le dirigeant noble et le père attentionné à un niveau quasi parfait. C'est un truc qui me sert un peu quand j'y réfléchis, ce genre de grosse bourde de montage, parce que ça m'est très certainement arrivé dans certaines vidéos que j'ai montées sans y aller à fond dans le travail, comme j'en sais rien, certaines réacs, vous avez sans doute remarqué des fois dans certaines réacs, dans certains résultats de sondage, etc., que j'ai fait des boulettes de montage et que des fois je sautais un petit peu certains points, ou des fois je laissais passer et quelques moments où je balbutiais pour arriver à bien dire parfaitement mon texte. C'est arrivé, hein, je pense, vous avez, si vous avez suivi mes vidéos en détail, hein, si vous êtes vraiment un fan hardi, vous avez dû remarquer ça, et c'est un truc que j'évite le plus possible de faire, hein. Je me relis lorsque je fais mes montages, quoi, je fais vraiment gaffe, quoi, je me revois le produit final et je me vérifie, alors est-ce que c'est bon ou pas là cette fois-ci, et je sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, j'ai eu un gros manque d'attention au moment où je me suis revu la vidéo pour finaliser donc mon montage. J'ai pas fait gaffe à ça. J'ai pas fait gaffe au fait que j'ai répété la même, exactement la même phrase à un intervalle de 3 secondes. Résultat. Allô? Vous voyez là par exemple, je dois faire un montage pour retirer ça de ma vidéo finale parce que ce serait pas très intéressant pour vous. Voilà, et oui, c'est assez surprenant que ça me soit passé à côté, ça. Première fois que ça arrive dans un Disneyfil, ce genre d'erreur. Première fois que ça arrive dans une vidéo travaillée type Disneyfil, Herculode, etc. Fallait que ça tombe sur Le Roi Lion. Comme quoi, inconsciemment, j'ai un petit peu envie de chier un petit peu sur ce film, même dans mon montage. Numéro 9. Nous devons retrouver Aurore. Ok, sérieux, elle a eu le temps de se rendre au château à pied avant vous? Oui, je triche un chouïa là parce que c'est techniquement pas une vidéo Disneyfil, c'est une vidéo d'Oncle Buck, mais c'est fait avec exactement le même esprit, c'est-à-dire c'est une critique au détail où on se prive pas de chier sur un film qu'on aime pas. Hein, donc... ça colle totalement à l'idée, et oui, je sais pas ce qui... j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe au fait qu'elle prenait un cheval pour se rendre au château à ce moment-là, Aurore. Je sais même pas où est-ce qu'elle l'a trouvé spécialement. J'imagine que c'est une créature de la forêt, ou un truc comme ça, ou c'est le cheval avec lequel les 3 fées marraines se sont rendues dans la forêt. Même s'il devrait être clamsé depuis le temps qu'Aurore a grandi. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement d'où sort ce cheval. N'hésitez pas à me le dire. Hein, ça fait un moment que j'ai plus vu le film. Hein. Il doit y avoir une explication, si ça se trouve, à ça. Mais oui, j'ai pas fait gaffe à ce truc-là. Et ouais, ça aide pas beaucoup à appuyer la crédibilité d'une personne lorsqu'on dit quelque chose et que juste à côté on illustre ça par autre chose. C'est pour ça que j'en veux quand même un chouïa à Oncle Buck d'avoir regardé ça comme ça et de pas m'avoir simplement dit et ça te dirait de simplement refaire ta réplique en disant ça un tout petit peu différemment. Non. Moque-toi un petit peu de moi, hein. Très gentil, hein, Buck, très gentil. Je plaisante. Mais, ouais, ça change rien au problème que j'ai sur le fond par rapport à ça, quoi. Elles partent avant elles, les 3 fées, en volant, donc elles savent directement comment aller au château en ligne droite, tandis qu'Aurore, elle a un peu de temps de discussion avec Maléfique, elle n'est pas censée savoir exactement où se situe le château, donc elle n'y va pas direct en mode je sais exactement où je vais, à moins que le cheval ait une espèce de mémoire rémanente qui lui fasse savoir directement où se rendre. Donc c'est pas logique une seule seconde pour moi que Aurore soit arrivée au château avant les 3 fées. C'est pas logique. Hein, dans le déroulé des faits. Seulement, voilà, je l'ai mal dit, je l'ai mal illustré, et ça aurait pu être un petit peu moins grossier si j'avais fait gaffe à ce détail-là. J'ai pas fait gaffe à ce détail-là, c'est une bourde de ma part, et c'est le plus important dans cette vidéo à retenir, et j'ai fait une bourde.
Désolé, ça change absolument rien à mon appréciation du film, mais ça reste une bourde quand même. Numéro 8. Zurg est le méchant mélomane à son niveau le plus pur, et il en est exquis. Je me sens bête, vraiment bête quand je dis ce genre de choses. Oui, Zurg est un mélomane, il aime la musique, celui-là, ce qui n'est pas particulièrement appuyé, c'est vraiment ce que je voulais dire, hein. Je voulais pas du tout dire mégalomane, hein, je voulais dire mélomane, vraiment. Des fois, il arrive qu'on ait quelques petits soucis avec des mots qui se ressemblent et de se planter. Et ça m'arrive à quelques reprises, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'utiliser des mots qui ont certaines ressemblances et de les confondre dans mon argumentation. Seulement quand ça arrive, comme je l'ai dit, c'est pour des vidéos un peu moins travaillées. Donc je laisse passer ça parce que justement j'ai pas réfléchi en détail à ce que je vais dire sur mon texte, j'ai pas réfléchi mot à mot. Donc ouais, ça j'arrive à me le pardonner plus, mais quand je fais une erreur comme ça aussi vulgaire dans une vidéo censée être travaillée où je prévois bien mon texte, ça m'énerve un petit peu de laisser passer ça, quoi. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui passe par des tas d'étapes. D'abord, il y a le visionnage, l'écriture, donc, l'écriture du texte, après le jeu du texte, ensuite le montage. Toutes ces étapes-là, je les ai faites pour arriver à ma vidéo finale sur la série Buzz l'éclair, et j'ai pas fait gaffe à ça. Le méchant mélomane. Donc je mérite un petit peu mon bonnet d'âne sur le coup. Après oui, ça m'embête de laisser passer ça dans mes vidéos travaillées parce que je respecte la langue française, je trouve qu'elle a pas mal de richesse et qu'elle a pas mal de beauté dans son vocabulaire. Je respecte beaucoup la langue française, c'est pour ça que j'essaye d'être de faire le plus gaffe possible lorsque je fais des vidéos travaillées, avoir des bonnes formulations et trouver les bons mots, les mots qui vont bien pour décrire telle ou telle chose. Quand je fais ce genre d'erreur, je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup après coup et ça me fait mal d'avoir laissé passer ça. Numéro 7, moi et les coutumes américaines. Et ouais, je suis pas américain, donc il arrive de pas saisir certaines références américaines. Et il y a des fois, ça fait tellement bizarre pour moi que ça passe pour du mauvais gag ou quelque chose de juste stupide. Alors que même si ça reste un petit peu stupide, il y a quelque chose derrière, ça sort pas de nulle part. C'est arrivé à quelques reprises, le plus notablement 2 fois. La première fois dans la ferme sur Rebelle où je ne savais pas que c'était un stéréotype courant chez les Américains que les chèvres bouffaient des boîtes de conserve. Donc oui, quand c'est arrivé dans la ferme sur Rebelle, j'étais complètement... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi vous faites ça avec cette chèvre, ce bouc qui veut bouffer des boîtes de conserve? Je comprends pas le délire, mais c'est un truc américain, c'est un stéréotype américain sur les chèvres. Comme nous, ouais, les taureaux sont attirés par le rouge, les poissons rouges ont une mémoire à court terme très limitée, ce genre de choses. Et ben c'est pareil avec les boucs, c'est un stéréotype qui, d'après ce que j'ai compris, provient d'un cartoon des années 40 et c'est donc un peu ce qu'ils ont voulu reprendre par là. C'était une référence à ce stéréotype qui était mis en place, donc c'était un chouïa moins con que ce que je percevais parce qu'il y avait une petite histoire derrière, quelque chose de culturel entre guillemets derrière. Et c'est un peu pareil dans Bambi 2 avec le coup de la marmotte qui doit voir son ombre lorsque le soleil se lève pour savoir si oui ou non l'hiver va perdurer ou pas. Alors ça reste totalement con pour moi, mais c'est une vraie tradition américaine de savoir ça. De vérifier ça. C'est même délire stupide que, vous savez, la grenouille avec l'échelle pour voir le temps, quoi. Est-ce que si la grenouille saute sur la petite échelle qu'on lui fait, est-ce que il va pleuvoir, ou si elle saute pas, il pleuvra pas? C'est le même genre de délire débile. Mais ça ressort d'une culture populaire existante, donc c'est pas juste une connerie qu'on balance n'importe comment, et c'est l'impression que je donnais en découvrant ça dans mes critiques. Donc voilà, je passe une fois de plus pour un inculte à ce niveau-là, même si c'est par rapport à la culture américaine,
c'est un peu normal que je la connaisse pas. N'empêche que, ouais, c'est quand même des rapports assez évidents à la culture américaine, dès lors qu'on s'y penche vraiment. Et si j'avais pris la peine de m'y pencher vraiment sur ce que ça signifiait, si je m'étais pas juste contenté de dire « Ah, c'est quoi ce truc, c'est complètement con », j'aurais pu rechercher un petit peu ce que ça voulait dire et ne pas être aussi carré dans mon jugement. Hein, ça reste des moments stupides, parce que c'est des croyances stupides pour moi, hein, ces moments-là, mais ouais, il y a quelque chose derrière, c'est pas juste du stupide aléatoire comme je laissais penser. Numéro 6, 34 ans de préparation. Waouh, 12 secondes sur un plan quasi immobile, 34 ans pour faire ça. 34 ans de préparation. Putain, il a été polémique celui-là. Vraiment polémique. J'ai hésité un petit peu à le mettre dans cette liste même parce que j'avais tellement pas envie de revenir sur ce film, mais on m'a repris là-dessus. Et si je suis prêt à défendre mes positions concernant tout ce sur quoi on m'a repris par rapport à ma critique du film, hein, par rapport au fait que un film c'est quand même aussi une interprétation, et tant mieux si vous avez une interprétation plus poussée que la mienne, ça changerait en fait que mon interprétation n'est pas foncièrement fausse en comparaison à la vôtre, c'est juste qu'elle est différente, elle est moins poussée, donc je sais pas, elle a moins de poids, si vous voulez voir ça comme ça, mais elle n'est pas fausse en comparaison à la vôtre, hein, c'est ma réponse à la quasi-totalité des critiques insultantes que j'ai eues là-dessus. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été très ouverts aussi, hein. Faut pas croire que je vais retenir que les mecs hautains qui prenaient de haut les gens. Il y a vraiment un commentaire comme ça. Quand on voit non seulement cette vidéo, mais les commentaires qui suivent, on voit que notre société est tombée bien bas. Hey, ça aide vachement à être pris dans ton argument, mec, hein, si c'est comme ça que tu considères les gens qui n'ont pas accroché à ce film. D'autant plus que je le précise à la fin que je peux comprendre qu'on soit pris dans l'ambiance de ce film, j'ai juste pas été pris dedans, moi, à cause du rythme. Et personne m'a fait de vrais arguments pour me dire que j'avais particulièrement tort par rapport à ça. Enfin bon, je vais pas m'appesantir des heures là-dessus parce que je pourrais vraiment, j'ai pas envie de m'appesantir des heures sur ce film. J'ai fait une grosse boulette dans ma critique du film, et s'il y a une chose que j'aurais vraiment été prêt à changer dans ma critique si je pouvais remonter le temps, ça aurait été ce détail-là, cette espèce de gag récurrent sur le fait qu'il a eu 35 ans de préparation à préparer ce film, Paul Grimaud, et donc ça se ressentait pas tout le temps par rapport à certains plans. Et je retire pas ce que je pense du fait que ces plans font pas super bien travailler, hein. Je pense sincèrement que si vous êtes même pas fluide dans le mouvement du dessin et les couleurs qui vont avec, c'est un problème. Hein, c'est pas un parti pris artistique, c'est un problème de fluidité qui pouvait se régler même dans les années 20-30 en termes d'animation. Donc ça reste un petit problème pour moi, mais j'allais pas le présenter comme ça parce que voilà, Paul Grimaud n'a pas eu 35 ans pour préparer ce film, il l'a pas peaufiné, il a juste lutté pendant quelque chose comme 25-28 ans, je sais plus exactement le nombre d'années précises, pour ravoir les droits et refaire son montage à lui qui voulait faire passer. Donc il y a quelque chose d'assez fort dans le côté ambitieux et passion dans ce projet, il voulait vraiment avoir ce projet tel qu'il l'avait dépeint, et je trouve que ouais, pour quelqu'un qui a lutté autant de temps pour avoir les droits, il aurait pu un tout petit peu peaufiner ces petits moments-là, 2-3 petits moments où l'animation était pas, aurait pu être un tout petit peu améliorée en faisant quelques petits détails, quoi, un tout petit peu d'effort en plus, sans rien changer de plus, et ça aurait été mieux, quoi. Mais ouais, il a pas bossé 35 ans sur l'animation, il avait un budget pas non plus faramineux pour faire ça, et donc ouais, l'animation elle s'en est très bien sortie avec le budget que ça avait, hein, en dépit des petits soucis que j'ai pointés, hein, je ne le retire pas une seconde, et oui, ça faisait condescendant envers les fans du film de venir pointer que on sent pas trop la passion là-dedans avec mes gros sabots, en donnant l'impression que l'auteur avait travaillé 35 ans sur son projet pour pas arriver à filmer quelque chose de vraiment ultra fini dans les détails pour moi, et c'est pas du tout ça, quoi. C'est juste quelqu'un qui a bataillé pour avoir son film comme il le voulait, monté comme il le voulait, et j'aurais pas dû faire
Ce gag récurrent, c'était pousser le bouchon beaucoup trop loin et pour pas grand chose. Ça me faisait même passer pour un idiot qui cherchait à énerver les fans exprès, alors que c'était pas du tout mon intention. Et oui, ça a été très mal perçu, ça a été très mal réfléchi, ce gag récurrent, et j'aurais vraiment dû m'en abstenir. Je m'excuse vraiment pour ça, c'était un gag mal réfléchi, un peu trop mesquin pour ce qu'il représentait, et j'aurais clairement dû faire quelque chose de moins agressif que ça pour pointer ces petits moments où l'animation était perfectible selon moi. Je m'excuse une fois de plus, le but de cette vidéo, de n'importe quelle critique, n'est pas de braquer les fans du film, c'est de faire partager un avis, et j'ai un peu outrepassé cette limite avec ce gag récurrent qui était mal pensé. Numéro 5, moi et les noms. Nos deux héros, Ralph et Pénélope. Je suis une quiche pour retenir les noms et prénoms, que ce soit dans un film, ou dans une série, ou dans la vraie vie, je vous cache pas. J'ai tellement du mal à retenir les noms et prénoms des gens. Ce qui fait que quand, pour moi, ça devient une évidence, ça veut dire que le film aura vraiment su me marquer, et il faut savoir que c'est clairement pas le cas pour tous. Il y a souvent des personnages qui m'auront pas autant marqué que d'autres, des personnages qui ont des noms pas faciles à retenir comme ça, un peu complexes, qui viennent pas automatiquement en tête, etc., des tas de possibilités, et il m'arrive à de nombreuses reprises de faire quelques petites confusions, de me planter un petit peu sur la prononciation de certains noms, et c'est arrivé à plusieurs reprises. Je vais vous faire une petite liste pas exhaustive. Alors, nous avons Vanellope que j'ai appelé Pénélope, le manchot Pablo que j'ai appelé Pedro, le réalisateur Bakshi que j'ai appelé Bashki, et même quand j'ai les bons noms en tête, je sais pas les prononcer. Comme Mowgli que je prononce Mougli, et Fievel que je prononce Fievel. Et c'est une liste non exhaustive. Bien entendu, le cas le plus marquant, qui parlera le plus, c'est le cas de Jean et Michel, que j'ai appelé Paul et Simon dans ma critique de Peter Pan. On m'a repris là-dessus à quelques reprises, c'est vrai. Après, c'est des noms très génériques, hein, c'est pour ça qu'ils m'ont pas autant marqué, et puis c'est pas des personnages particulièrement marquants pour moi, mais ouais, il y a un gros problème de lecture. J'ai ces soucis-là, et même si j'essaye de faire quelques efforts là-dessus, je vous promets pas une seule seconde que ça n'arrivera plus, hein. Ça risque très fortement d'arriver dans un futur plus ou moins proche. Mais voilà, ça faut faire avec ça pour moi. Je prononce mal les noms, je me souviens mal des noms, et il m'arrive de faire des grosses conneries à ce niveau-là. Ouais, faut prendre ça dans le paquet, hein, ça fait partie de moi. Numéro 4. Je suis un être abominable. Réponse, la première héroïne Disney schizophrène. Ouais. Je suis pas super calé en matière de culture, et donc il y a certains termes, surtout médicaux, que j'ai pas, et ça m'embête un petit peu de faire cet amalgame pour quelque chose qui est quand même assez important. Parce que voilà, on a tous cette image de la personne qui a deux personnalités distinctes, et on appelle ça un schizophrène, alors que c'est pas du tout le cas. Un schizophrène, c'est quelqu'un qui a un gros problème de connexion émotionnelle avec son entourage, son monde. Ce qui fait que ouais, ça peut être très particulier, il peut avoir aussi des hallucinations. Ça n'est pas du tout la même chose qu'avoir une double personnalité. Le terme précis pour ça, c'est le trouble dissociatif de l'identité. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de faire un petit peu gaffe, où vraiment là, on se trouve dans un cas particulier où la personne peut switcher d'une personnalité à l'autre, et je pense pas être le premier à faire ce genre d'amalgame, mais ça m'embête un petit peu de véhiculer cette idée-là, comme quoi avoir une double personnalité, c'est être schizophrène. Ce sont deux conditions psychologiques très différentes, et c'est bien de pas se tromper, parce que si jamais on rencontre vraiment quelqu'un qui est schizophrène, on aura vraiment des idées totalement fausses sur cette personne, et ça peut donner un très mauvais départ, une très mauvaise compréhension de ce que peuvent vivre certaines personnes.
Voilà, sachant au passage que je précise que j'ai forcé le trait. Techniquement, c'est même pas un trouble dissociatif de l'identité, c'est de la bipolarité. C'est-à-dire on passe d'une émotion à l'autre comme ça, sans rime ni raison, parce que on n'arrive pas à avoir ces émotions vraiment carrées. Là, c'est un problème psychologique un petit peu moins grave que la schizophrénie ou le trouble dissociatif de l'identité, on est d'accord. Hein. Mais bon, j'ai évidemment accentué le trait, exagéré le trait pour pouvoir faire mon gag sur Gollum après, quoi. Bien entendu, hein, je me doute que une double personnalité, c'est pas comme ça que ça marche exactement. Mais voilà, j'ai pas envie d'être ce genre de personne un peu trop inculte qui véhicule de fausses idées à ce niveau-là, quoi. Parce que si on appelle un manchot un pingouin, c'est pas la fin du monde. J'y reviendrai, mais c'est pas la fin du monde d'appeler un manchot un pingouin. Et le pingouin, le manchot, il s'en branle. Hein, on peut bien l'appeler ce qu'on veut, il n'en aura rien à cirer, le manchot. Par contre, qu'on appelle schizophrène quelqu'un qui ne l'est pas, ou qu'on considère qu'un schizophrène est quelque chose qu'il n'est pas, c'est un problème important et ça peut... c'est pas génial pour les personnes concernées. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour éviter ce genre d'amalgame en termes de termes médicaux importants comme ça par la suite. Parce que c'est quand même assez grave et j'aimerais éviter ce genre de bourde à l'avenir. Hein. Numéro 3, la Reine des Neiges ne se déroule pas à l'époque médiévale. La Reine des Neiges se déroule à l'ère médiévale alors que Tarzan se déroule au début du XXe siècle. Alors, je reste très satisfait de mon top 10 des théories Disney discutables, mais c'est vrai qu'on m'a repris à de nombreuses reprises là-dessus. Parce que j'ai ce gros problème de voir de façon assez vulgaire tout ce qui est avant technologie qui parle bien dans l'époque actuelle comme l'époque médiévale. Je vous jure, c'est un peu ça. Tant que c'est pas les vêtements qui nous parlent un petit peu maintenant, qu'on pourrait encore vaguement porter maintenant, et les technologies, les armes, etc. Qui sont un peu les bases de ce qu'on aura maintenant. Pour moi, c'est l'Antiquité. Enfin, c'est l'époque médiévale. C'est ça. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Je suis quelqu'un de pas super cultivé à ce niveau-là. Hein. Je respecte beaucoup l'histoire pour ce qu'elle représente, mais j'ai toujours été une quiche en termes de date. On verra ça dans le numéro suivant. Mais en termes de date, j'ai toujours été une quiche par rapport à ce que représentait ci ou ça. Donc ouais, hein, j'ai dit un petit peu l'époque médiévale comme ça, histoire de mettre à part l'époque de la Reine des Neiges et celle de Tarzan pour contredire un petit peu l'argument comme quoi Tarzan serait le frère d'Elsa et d'Anna. Une théorie qui est totalement annihilée. En plus de pas mal d'autres dans la Reine des Neiges 2. Ça, c'est un truc qui fait que j'aime bien la Reine des Neiges 2 aussi. Hein. La Reine des Neiges 2 a annihilé beaucoup de théories. Certaines qui auraient pu être sympathiques, comme celle autour des trolls et Dance, qui, ce coup-ci, je pense, va être totalement mise à la trappe. Mais aussi d'autres qui étaient complètement connes pour moi, comme notamment la fameuse théorie Tarzan, frère d'Elsa et d'Anna. Donc... j'ai donné ça en exemple, j'ai été très grossier dans ma façon de le résumer pour dire que un truc qui fait que ça pouvait pas marcher, c'est que c'était clairement deux époques différentes. Et je maintiens totalement ça, quoi. C'est pas du tout le même style vestimentaire, pas le même type d'armes. Ils ont des arbalètes dans la Reine des Neiges, alors que dans Tarzan, il y a des armes à feu. Donc vous m'excuserez, il y a un petit bond technologique qui a eu lieu entre temps, je pense. Hein, je pense. C'est ce genre de choses qui pour moi importait, qui montrait bien que c'était deux époques différentes. Il y a quelqu'un qui a fait une analyse plus poussée, plus claire de quelle époque, à quelle époque ça correspondait. Je tiens à le mettre en avant. Il s'appelle Coco de Los Reyes. Il a dit ça en commentaire de ma vidéo. Et donc je le remercie beaucoup pour ça. Donc la Reine des Neiges, d'après donc l'analyse du style vestimentaire, ça correspondait plutôt les années 1830, des premières moitiés du 19e siècle, alors que Tarzan c'était vraiment un fin du 19e siècle, genre début du 20e siècle. Alors les années 1890-1900 par rapport au style vestimentaire et aux armes. Donc là, ça a l'air de plus collé et on se rend bien compte que ouais, s'il y a une soixantaine d'années de différence, il n'y a pas trop moyen que Tarzan soit le frère d'Elsa et d'Anna. Donc ça colle à mon approche, c'est juste que j'ai été beaucoup trop grossier par rapport à ça. Et ouais,
Ah, il faut faire gaffe à ce genre de choses. D'autant plus que ouais, j'avais pas particulièrement prévu de me pencher davantage sur cette théorie parce que, voilà, les théories Disney discutables, c'est celles qui avaient quand même un peu d'eau à leur moulin. Pour moi, cette théorie-là n'avait aucune eau à son moulin. C'était de la grosse connerie. Donc, j'y suis allé en mode un peu YOLO pour la défoncer. Et ouais, j'ai fait ce raccourci très grossier qu'on a corrigé en commentaire. Et donc, je le précise, c'est pas la même époque, c'est un peu plus rapproché, mais c'est quand même suffisamment éloigné pour que ce soit totalement n'importe quoi, cette théorie. Donc, ça fait plaisir d'avoir ça en confirmation. Et ouais, je m'excuse pour avoir fait ce raccourci un peu grossier. Numéro 2. En avant pour Anastasia. On est en 1850 et les brouettes. Et on... Alors là, j'ai rien pour m'excuser. Je sais pas une seule seconde ce qui m'est passé par la tête. Je sais pas où j'ai lu ça, je sais pas ce qui m'a donné cette idée-là. Si ça se trouve, j'ai eu un rêve la veille avant d'écrire ma critique et dans mon rêve, quoi, s'il y a eu cette espèce d'automatisme, tout comme quoi c'était en 1856. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête pour me dire que ça se passait en 1856. Alors que ça se passe en 1916, la révolution russe a eu lieu en 1916, donc 60 ans plus tard, et ouais, une différence assez énorme quand même, hein. C'est la même différence qu'il y a entre la Reine des Neiges et Tarzan, 60 ans quoi. J'ai fait la même connerie que les gens qui ont dit la théorie sur la Reine des Neiges, comme quoi Tarzan c'est le frère d'Elsa et d'Anna. Donc voilà, je mets au même niveau qu'eux en faisant cette boulette là, donc... Je suis pas super fier de moi sur le coup, hein, vraiment pas super fier de moi. Et le pire par rapport à ça, c'est que c'est pas juste une date que j'ai balancée comme ça, et puis après j'ai continué ma vie. J'ai un petit peu insisté, à 2-3 moments, j'ai précisé, oui, on est quand même dans la deuxième moitié du 19e siècle, que c'est possible, si ou ça, alors que oui, c'est totalement possible si on voit qu'on est au début du 20e siècle. Donc là, c'est totalement possible à ce niveau-là. J'ai dévidé des tas de conneries à ce niveau-là, et wouh! C'est la bourde dont j'ai le plus honte de toutes mes vidéos Disneyphiles. Vraiment, je sais pas d'où vient ce truc-là. Et waouh, là j'étais stupide. J'ai vraiment été stupide. Bon, ça a changé pas grand-chose à tous les autres trucs que j'ai trouvé à redire sur le film, parce que bon, quand même, ça représentait une toute petite partie de ma critique quand même, mais c'est pas non plus rien. C'est pour ça que pour moi, ça représente la plus grosse erreur que j'ai pu faire dans un Disneyfilm. Vraiment, vraiment. Parce que, ouais, ça me fait vraiment avoir honte en redécouvrant ça, quoi. En revoyant ce que j'ai dit de façon si ridicule, avec tous ces gens qui me reprennent, qui ont raison de me reprendre. Bon, après, il faut pas me reprendre 50 000 fois, hein. Quand il y a une vingtaine de personnes qui m'ont repris, ça va, vous êtes pas obligé d'insister une vingtaine de fois de plus, mais quand même. Je méritais un petit peu de me faire reprendre par rapport à ça, hein. Ouh. Cela dit, c'est pas numéro 1 pour une raison assez évidente. Si je trouve que c'est la pire erreur que j'ai faite, il y a une erreur qui est moins grave, mais que j'ai faite tellement de fois qu'elle ne peut qu'être que numéro 1. Je suis nul en zoologie. Oliver, t'as des tomates toutes fraîches à t'apporter. Qu'est-ce que tu fiches? Voilà, je suis une quiche en matière d'animaux, comment ils se comportent, comment ça marche physiologiquement, quelles sont leurs coutumes. Et donc j'ai fait des putains d'erreurs au fur et à mesure de toutes mes vidéos presque. Genre toutes les 5-10 vidéos de ma chaîne, vous me verrez dire une grossièreté sur les animaux à un moment ou à un autre, quoi. Sur le règne animal, comment ça se passe, comment c'est censé marcher, etc. J'ai fait des tonnes de bourdes à ce niveau-là, à un stade où je peux pas faire... je peux pas passer outre ça, quoi. C'est ma plus grosse boulette. Limite, j'aurais pu faire un top 15 sur le nombre d'erreurs que j'ai fait sur les animaux. C'est vous dire à quel point j'ai fait des boulettes à ce niveau-là. Donc je les condense tous en un seul et gros bloc qui représente ma plus grosse erreur. Si vraiment on fait le cumulatif, je suis une quiche en animaux. Et quand j'essaye d'en parler, quand j'essaye de faire des remarques autour de ça, la plupart du temps, je me plante comme une merde.
Et pour ça, on va faire une petite liste non exhaustive ce coup-ci d'une bonne partie des bourses que j'ai faites. Dans Dumbo, les éléphants hochent la tête comme ça en vrai. Je ne savais pas. Alors, un point pour le film, pour essayer de coller à la réalité par rapport à ça, même si une bonne partie du reste n'essaye pas trop de coller à la réalité. Hein, les enfants ne naissent pas en venant des cigognes, ce genre de délire, mais ouais, ça colle à la réalité des animaux, et le fait de m'en être moqué, c'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire à ce niveau-là. Dans Bambi, c'est comme ça que les cerfs se font les bois. Oui, là, c'est un truc... typique des cerfs et j'imagine des élans d'autres animaux du même type, c'est-à-dire que oui, on se frotte les cerfs contre un tronc d'arbre pour se les travailler un petit peu. Et ouais, moi j'ai interprété ça comme Bambi qui voulait faire chier Maître Hibou. C'était plus que ça, il y avait une logique derrière ça. Dans Oliver et compagnie, c'est normal qu'Oliver ne se jette pas sur les tomates parce que les chats sont carnivores, donc c'est pas leur truc, les légumes. Même s'ils mangeaient des légumes, ils auraient besoin de nutriments qui viennent de viande, de produits animaux. Donc... c'est normal qu'il se jette pas sur les tomates. Après, c'était un gag comme ça, on m'a tellement rabâché à ce tifo-là. Dans Bernard et Bianca, cette chose est une libellule et pas un moustique. Je sais pas pourquoi j'ai dit moustique, mais j'ai dit moustique, voilà. Pourtant, ouais, devrais quand même un petit peu connaître la forme d'un moustique et d'une libellule, hein. C'est pas des trucs qu'on voit jamais, mais bon, j'ai pas fait gaffe. Dans Frères des ours 2, c'est normal que Truc ou Muche, je sais plus trop, ait son bois qui est repoussé en l'espace d'un an parce qu'il repousse vite, ces trucs-là. C'est étonnant, mais oui, c'est comme ça que ça marche, je savais pas. Voilà, et donc je passais un petit peu pour un con à ce niveau-là. Un héron, c'est pas la même chose qu'une cigogne. La crinière d'un cheval n'est pas très reliée à son système nerveux, donc ça leur fait pas grand chose si on leur tire en les chevauchant. Je ne savais pas, donc ouais, c'est pas méchant du tout enfin, c'est pas super méchant de les tirer par la crinière lorsque on est à cheval sur eux. Voilà, on les couvre tous les jours. Et le dernier gros morceau sur lequel je me suis planté au moins 3-4 fois dans mes vidéos, c'est le fait que un manchot, ce n'est pas un pingouin. Le souci, la faute en incombe plus, je trouve, aux traducteurs français des films qui, à chaque putain de fois, traduisent pingouin en pingouin. C'est plus pratique, hein, c'est très ressemblant, mais c'est un faux ami. Et non, un pingouin, ça veut dire manchot. Et donc, à chaque fois, on dit pingouin alors que ça devrait être des manchots. Voilà, ça vient de la VF des films, donc je suis bêtement la VF. J'ai été tellement... conditionné par cette VF que pour moi j'ai tendance à dire automatiquement pingouin alors qu'en fait ce sont des manchots. Alors faut que je garde ça en tête pour pas mal de fois, mais oui, j'ai fait cette erreur à plusieurs reprises et je suis sûr que dans cette flopée d'erreurs que j'ai faites, il en reste encore des tas et des tas que j'ai pas pris en compte, hein. J'ai essayé de faire un peu le topo, mais il y en a encore pas mal de ces erreurs que j'ai faites sur les animaux qui sont pas dans cette liste. Voilà, je suis nul en zoologie. Je crois que maintenant vous devriez le savoir. Donc j'essaye d'éviter maintenant depuis quelques temps de trop me pencher là-dessus. Hein, d'aller un peu loin sur la dénomination d'un animal ou comment il est censé se comporter. Après bon, pour ma défense, légèrement pour ma défense, faut bien quand même comprendre que énormément de films humanisent les animaux, les font avoir des comportements humains qu'ils n'auraient jamais dans la vie véritable. Hein, dans Le Roi Lion, ça ne se passerait jamais comme ça. Par exemple, dans énormément de films animaliers de chez Disney, c'est clairement une version humanisée de nos personnages. Donc, j'ai légèrement cet automatisme de les traiter avec la même logique que j'envisagerais un comportement physiologique humain. Voilà pourquoi j'ai fait une partie de ces boulettes-là. Mais bon, n'empêche que oui, c'est la plus grosse boulette que j'ai faite globalement, hein, si on fait le cumulatif, parce que j'ai répété ça des tas et des tas de fois. C'était donc mon top 15 des plantages Disneyfield. Ce n'est pas une liste exhaustive une fois de plus, n'hésitez pas à pointer d'autres erreurs que j'ai faites en Disneyfield. On parle bien d'erreurs objectives, hein, pas de fois où j'ai pas eu le même avis que vous et pas eu la même interprétation que vous, donc c'est pas bien. Je parle vraiment d'erreurs objectives. N'hésitez pas à pointer celles qui vous auront marqué et que je n'ai pas citées dans cette liste, histoire de, je ne sais pas, pouvoir avoir du moulin pour faire un prochain top 15
15 là-dessus. Sait-on jamais, peut-être que ça se fera. En attendant, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente année à venir et à très bientôt pour de futures vidéos. Bye.